Scarlet Radio, la culture des idées, les podcasts qui donnent de la voix. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Scarlet Radio, les podcasts du collectif Scarlet, la culture des idées. Aujourd'hui sur Scarlet Radio, le véganisme, tendance marginale ou esquisse d'un nouveau modèle de consommation. Ce sujet nous est venu après la publication sur notre site internet d'un article intitulé de manière volontairement un peu provocante « Les véganes sont-ils vraiment des bobos méprisants ?» Et cela a provoqué plusieurs réactions, plutôt enflammées, notamment la tienne, Fanelli. Fanelli, bienvenue, merci d'être présente aujourd'hui avec nous. Tu as 22 ans, tu as une formation agricole, tu es à AgroParisTech. Tu es particulièrement sensibilisée à l'élevage de ruminants et intéressée aux sciences liées aux productions animales. Tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure. À tes côtés, Alexandra. Bonjour Alexandra. Tu as 21 ans, tu es étudiante en école de commerce et tu as rejoint la cause écologiste et féministe. Tu as été flexitarienne pendant 2 ans et tu es devenue végane l'année dernière au nom de la cause animale. Alors, merci à toutes les deux d'être ici avec nous pour parler véganisme, consommation, élevage et bien-être animal, entre autres. Et donc, pour commencer simplement, on peut peut-être fixer les bases et proposer une définition du véganisme. On dirait que c'est le fait de ne pas consommer de produits animaux, que ce soit dans la nourriture ou dans les produits pratiques de la vie quotidienne. Est-ce que, Alexandra, on est bon sur la définition ? Oui, bah alors contrairement par exemple à une personne qui est végétalienne, qui va pas manger ni viande, ni lait, ni fromage par exemple, le véganisme c'est sur le quotidien. C'est-à-dire que je réfléchis à quel maquillage je vais acheter, à ne pas acheter de chaussures en cuir par exemple, ou de manteau en cuir. Comment t'es devenue végane ? Quel a été ton parcours en fait pour devenir végane ? Du coup, moi j'étais dans une famille où on mangeait beaucoup de viande. Du coup, pendant longtemps, je trouvais ça absurde d'imaginer qu'on puisse ne pas en manger. Enfin, vraiment, je pouvais me moquer d'un végétarien ou d'un vegan parce que je trouvais ça débile. Et est arrivé le moment où j'avais vu le film Demain. Et ce film qui, je crois, concluait sur la première chose que vous pouvez faire pour améliorer l'environnement, c'est quand même de diminuer la consommation de viande. Suite à ça, je me suis quand même un minimum renseignée. Il s'avérait que c'était vrai, que diminuer sa consommation de viande, c'était quand même assez cool. C'est pour la viande qu'on produit 96% du soja qui, par exemple, va mener à la déforestation de l'Amazonie. C'est la viande qui utilise plein d'eau, etc., etc. Donc j'ai commencé à diminuer, à en manger peut-être 1 ou 2 fois par mois, et toujours de la viande de qualité, je mets des guillemets. Enfin, je savais où elle avait été produite, etc. Et en fait, à force de voir des vidéos sur la souffrance animale et d'entendre des gens me parler de pourquoi eux étaient devenus véganes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que l'aspect environnement, qu'il y avait justement cette domination qu'on a dans nos comportements et qu'on risque de reproduire à partir du moment où on en garde une, on la reproduit d'autres manières. Et moi, je suis pour la suppression de toutes les formes de domination du comportement. Et que la souffrance, elle existe, et que si elle me fait me sentir mal par rapport aux êtres humains, elle devrait me faire sentir mal par rapport aux animaux. Enfin, soit je me voile la face sur ça, soit je suis honnête vis-à-vis de moi-même et j'accepte de le voir, et donc c'est là que je suis devenue végane il y a 7 mois pour ces raisons-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement ou une idéologie ? Est-ce que selon toi c'est une idéologie ? Est-ce qu'il y a le sentiment de communauté autour du véganisme ? On entend beaucoup ça. Oui, ça c'est ce que tout le monde adore dire, mais pour ça il faudrait, je sais pas, déjà un gourou du véganisme, s'il y en a un, je le connais pas. Il faudrait qu'on soit tous en communauté et qu'on se retrouve pour vénérer les plantes, ce qu'on ne fait pas. Du coup, non. Enfin non, c'est pas une communauté, c'est un mode de vie qu'on décide de s'appliquer à soi-même. Donc c'est plutôt dimension personnelle. Il y a quand même un acte militant aussi derrière. C'est un acte public, politique. Oui, alors c'est politique, comme beaucoup de choses, pour la simple raison que le fait de ne plus consommer ça a un impact sur la consommation en général en France. Enfin, si tout le monde décide d'arrêter de consommer du cuir, les entreprises qui produisent le cuir vont se retrouver à ne plus pouvoir le produire. Donc il y a du politique derrière. Après, ça dépend de chaque militant. Enfin, quand vous faites partie d'un mouvement, par exemple L214, vous êtes directement dans un mouvement politique. Et vous agissez en tant qu'activiste. Moi, je l'applique d'une manière personnelle. Quand on me pose des questions dessus, je vais expliquer, je vais y répondre. Quand on me dit des choses que je trouve fausses ou pas fondées, je vais y répondre, mais de la même manière que je répondrai à beaucoup de choses. Donc, c'est pas... je milite pas pour ça, en tout cas.
D'accord. Fanny, donc c'est toi qui avais réagi à l'article sur le véganisme qu'on avait publié sur le site de Scarlett. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'avait froissé dans cet article? Enfin, quelle est ta position en fait face au véganisme en général? Donc en fait c'est pas vraiment, enfin je suis pas sûre que ma position elle soit contre le véganisme en tant que tel. Le véganisme comme on peut le définir là, donc c'est pas consommer, enfin voilà, une personne qui prend une décision sur son mode de vie. Mais bon, il y a déjà un truc qui pour moi est complètement irréalisable. Enfin, je trouve que c'est bien d'un point de vue personnel, mais je trouve que c'est un peu se dédouaner de ben moi je consomme pas d'animaux, du coup je culpabilise plus. Et en fait, tout ce qui se passe, enfin, j'ai plus vraiment d'impact. Et souvent, les gens qui sont véganes, donc qui s'affichent véganes dans leur mode de vie, vont être complètement contre l'élevage. Donc c'est là qu'on distingue vraiment deux types de personnes. En gros, c'est les gens qui sont vraiment abolitionnistes, donc contre toute forme d'élevage et d'exploitation animale. Et les gens qu'on va appeler welfaristes, donc qui sont plutôt pour améliorer le bien-être animal. Et du coup, pour moi, militer et être positif et faire évoluer les choses dans le bon sens sur les conditions d'élevage, ça va pas être spécialement de ne pas consommer de viande, mais ça va plutôt être d'essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Pour moi, c'est clairement pas envisageable, ni socialement, ni économiquement, ni écologiquement, d'arrêter complètement l'exploitation des animaux et l'élevage en tant que tel, et qu'on raisonne au niveau local ou international. Voilà. Après, on pourra sûrement revenir par la suite. Ça rejoint en fait ce que disait Alexandra sur le fait que c'était un choix personnel. Est-ce que c'est voué à s'étendre en fait le véganisme? Est-ce que c'est vraiment un mouvement qui va se généraliser et peut-être s'institutionnaliser plus que de rester à une échelle personnelle? Je pense et j'espère que, en tout cas, la manière dont on consommera de la viande ou des produits issus de l'élevage va s'améliorer. Je sais pas si le véganisme va devenir un mouvement qui va s'étendre ou quoi que ce soit. Souvent on dit ouais c'est un effet de mode. Je trouve pas non plus que ce soit une manière de le définir correctement, parce que ça a un tel impact sur la manière dont on va consommer qu'on peut pas dire c'est un effet de mode. Il y a des choses qui sont des effets de mode qui sont faciles à mettre en place dans sa vie. Être vegan, c'est pas facile. Dans ta vie personnelle ça peut l'être, mais quand je vais chez mes parents par exemple qui mangent de la viande, qui mangent des produits laitiers, c'est pas facile. On est obligé parfois de faire des entorses. Dans sa vie professionnelle, c'est pas un truc facile non plus à gérer. Donc en tout cas, ça va pas se développer en mode mode, on crée une communauté, hippie, je sais pas quoi, voilà, c'est pas ça. Pourquoi la souffrance d'une bête me bouleverse-t-elle ainsi? Pourquoi ne puis-je supporter l'idée qu'une bête souffre, au point de me relever la nuit, l'hiver, pour m'assurer que mon chat a bien sa tasse d'eau? Pour moi, je crois bien que ma charité pour les bêtes est faite de ce qu'elles ne peuvent parler, expliquer leurs besoins, indiquer leurs mots. Une créature qui souffre et qui n'a aucun moyen de nous faire entendre comment et pourquoi elle souffre. N'est-ce pas affreux? N'est-ce pas angoissant? Émile Zola, L'amour des bêtes. Moi, ça me pose énormément de questions, toutes ces choses-là, c'est comment on évalue le bien-être animal. Et tu as donné l'exemple d'une vache laitière qui vit moitié moins de temps que sa vie objective si on l'a laissée à l'état sauvage. Ouais, une vache qui va à 15-20 ans, ça existe, hein, même dans des cycles de production. Mais après, moi, je suis plutôt partisan de, sur la phase d'élevage, il faut qu'on travaille au mieux pour que ces conditions soient les meilleures possibles. Et après, si elle vit 6 ans, mais que 6 ans où tout se passe bien et où elle est jamais malade et où elle souffre jamais ni de la faim ni de la soif et que jamais elle est battue et que jamais elle a de stress particulier, pour moi, on aura déjà gagné on aura déjà beaucoup gagné par rapport à avoir une vache qui vit 20 ans juste pour dire qu'elle vit 20 ans, quoi. Donc en fait, pour toi, travailler sur le bien-être animal, c'est travailler sur le système de production qui va autour, en fait. C'est vraiment travailler sur je pense qu'on a dans le système de production. On a beaucoup de progrès encore à faire sur le bien-être animal en élevage, même s'il y a déjà eu beaucoup de progrès. Et quand même, faut le dire, en France, on est quand même plutôt bons élèves sur le thème du bien-être animal. Hein. Quand on va voir un peu ailleurs, c'est vraiment... il y a des endroits où il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Et je trouve pour ça que l'émergence des associations militantes pour la cause animale, même si aujourd'hui je crois que le véganisme ça doit être 0,1% de la population, quelque chose comme ça,
Et c'est vraiment pas grand monde, mais par contre, c'est des gens qui communiquent beaucoup et qui font du bruit. Et ça fait évoluer les choses et ça continue de le faire. Enfin, je sais que les éleveurs se remettent énormément en cause. Et il y a eu beaucoup de progrès de fait. Il y en a toujours à faire parce que je pense que c'est un peu comme tout, quoi. Il y a toujours des choses à améliorer. Je veux juste rajouter un truc. En fait, on est sur deux plans là qu'il faut évaluer. Il y a, en tant que militante dans les assos écologistes, je refuse de voir du coup ces modes de production qui amènent à la souffrance animale. Et c'est là du coup que il y a l'élevage. Cet élevage se maintiendra sûrement, mais il faut militer pour diminuer la souffrance, même si les gens continuent d'en manger. Et il y a le plan où je suis un individu à part entière, autre que militante, où dans ma propre vie, j'ai fait le choix de la même manière que je ne mangerais pas mon chat si jamais j'en avais un, j'en avais pas, de ne pas manger d'autres animaux. Et ça, c'est deux choses. Genre, je vais militer pour améliorer le bien-être animal. Je ne milite pas directement pour l'arrêt de l'élevage parce que je pense que j'ai beaucoup moins d'impact à avoir là-dessus et surtout que mon action a énormément moins d'importance pour le reste de la communauté française et mondiale. Parce qu'ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain de manger de la viande. Après, ce que dit Fanny, justement, c'est que tu as un pouvoir peut-être de communication et que ça a un impact sur le monde de l'élevage et de la production. Et que ce point de vue personnel, le véganisme qui serait une approche personnelle, peut avoir un écho sur la production, mais en termes... Ouais, mais quand tu vois, justement, faut regarder la communication des mouvements vegan. L214 en est un. Dans leur com, ils parlent assez rarement du fait d'arrêter totalement la viande. Ce que eux vont montrer, c'est les mauvaises conditions d'élevage. Et du coup, ils ont fait ce choix. Après, quand c'est les fondateurs de ce mouvement qui viennent, eux vont parler de véganisme, etc. Mais la communication est majoritairement axée sur attention à la manière dont on produit, attention à la souffrance des animaux. Il y a vraiment deux choix, même dans la manière de militer. Il y a deux choses à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord que s'il y a des éléments a priori... si on doit faire une une hiérarchisation, merci, des éléments, c'est d'abord agir sur la souffrance animale et ensuite peut-être que les mouvements parleront plus du fait qu'on peut vivre sans viande, etc. à voir. Mais la première chose, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, c'est agir sur la souffrance animale. Alors après, il faut peut-être penser justement dans le contexte de croissance de la population et de croissance de la consommation mondiale de viande. Par exemple, là j'ai des chiffres sous les yeux selon L214. Depuis 1950, la production de viande a été multipliée par 6. Et si on rapporte ça à la population mondiale, la consommation mondiale de viande a été multipliée par 2,7. Est-ce que le fait qu'on consomme plus de viande aussi, ça ne favorise pas un traitement, un élevage un peu intensif? Et justement, est-ce que ce serait une solution de consommer moins de viande pour avoir un impact sur la production directement? Fanny. Je pense que par rapport à ça, il y a deux choses à regarder. Il y a déjà les pays qui se sont développés. Nous, on a un peu la chance d'être nés du bon côté de la planète. Donc après, c'est facile aussi de prendre des décisions comme ça. Parce que clairement, en France, on mange largement assez de viande. Au niveau français, d'ailleurs, ça fait quelques années que ça a arrêté d'augmenter. Et on est plutôt sur une stagnation, voire une diminution. Je crois qu'on était à 58 kg par habitant et par an, et là on doit être à 52 ou 53. Donc bon, ça a tendance à un peu diminuer ou à se maintenir. Et après, la question qui se pose, c'est pour les pays émergents qui, eux, n'avaient pas du tout accès à ces ressources-là il y a encore quelques années, et qui là, c'est aussi normal qu'ils aient le droit de bénéficier d'améliorer leur niveau de vie, et de manger de la viande et des produits, parce qu'il y a viande mais il y a aussi le lait et tout, et de manger des produits d'origine animale en plus grande quantité. Donc par rapport à ça, la question c'est est-ce que les pays en voie de développement sont capables d'autoproduire leurs produits animaux, parce qu'ils n'ont quand même pas les mêmes conditions climatiques, etc., qui feraient qu'on puisse développer l'élevage. Donc est-ce que le rôle des pays développés, c'est de continuer au moins de maintenir une production importante pour exporter vers l'Afrique et l'Asie principalement, parce que c'est sur ces deux continents-là qu'il y a des gros enjeux. Les chiffres sont vraiment énormes. Je crois que c'est 8 milliards de litres de lait. Je crois que c'est ça doit être 8 milliards de litres de lait en plus par an. On demande juste sur ces deux continents-là. C'est colossal.
Du coup, voilà, il y a plein de questions autour de ça et comment on place l'élevage des pays développés par rapport à l'export. Mais ce que tu veux dire, c'est que est-ce que la production devrait être centralisée et distribuée sur les différents continents, ce qui peut-être favoriserait l'élevage intensif du coup, ou est-ce qu'il faudrait décentraliser? Alors après, élevage intensif, c'est vraiment un Oui. mot à prendre avec des pincettes parce que qu'est-ce que ça veut dire élevage intensif? Enfin, on peut très bien être sur un élevage avec 100, 150, 200 bêtes qui soient nickel, enfin niveau sanitaire, niveau bien-être animal, comme on peut voir un élevage de 50 bêtes où c'est n'importe quoi. En France, on a tendance à beaucoup utiliser le mot élevage intensif. La taille d'un élevage moyen, c'est 55 vaches. Donc quand on parle de la ferme des 1000 vaches, je crois qu'il y a 2% des fermes en France qui ont plus de 200 vaches. Donc c'est vraiment anecdotique. Du coup, voilà, la notion d'intensif, elle est vraiment à prendre avec des pincettes et c'est quand même ça qui permet aujourd'hui de fournir aussi des produits animaux en grande surface à des prix qui sont quand même très bas parce que le budget moyen des familles pour l'alimentation, pour le coup, lui, ne cesse pas de descendre. Et donc ça joue énormément aussi. Et au final, c'est peut-être le consommateur qui appelle à la manière de produire. Donc le consommateur en France et le consommateur potentiel dans les pays émergents qui vont aussi faire évoluer les manières de produire. Après, s'il y a du coup une diminution du pouvoir d'achat, comme tu es en train de le dire, la force de frappe du consommateur est réduite aussi. Ben, pour moi, il y a une grosse part qui part du consommateur, parce que si on regarde un peu au niveau de l'élevage, les deux productions qui sont pour moi les moins avancées en termes de bien-être animal, c'est l'élevage de poulet et l'élevage de porc. Et c'est les deux types de viande dont la consommation augmente chaque année. Et pourquoi? Parce que c'est quand même les viandes les moins chères. Du coup, ben, on tire dans ce sens-là, quoi, et on veut toujours qu'elles soient moins chères. Alors que par exemple, pour de la viande bovine ou de la viande ovine, le consommateur met le prix. Et du coup, aujourd'hui, franchement, reprocher à l'élevage de ruminants en France quelque chose sur les conditions animales, c'est compliqué aussi parce que on est quand même sur beaucoup de pâturage, c'est pas évident, quoi. Il n'y a juste pas que l'élevage, il y a aussi les abattoirs. Et eux rentrent en compte. Là, je raconterai du coup juste une anecdote. J'ai un ami dont les parents sont paysans. Ils ont un élevage de 20 vaches, je crois. Et ce que racontait sa mère, c'est qu'ils ont envoyé des vaches à l'abattoir. Il n'y en a plus qu'un en Normandie, enfin dans la région en tout cas. On est sur le Calvados. Et je sais pas, c'est peut-être le vétérinaire de l'abattoir a dit vous nous devez telle somme d'argent parce qu'il y avait tant de kilos de viande morte. La viande morte, du coup, si j'ai bien compris, c'est les bleus que se fait l'animal. Or, vu les conditions dans lesquelles sont ces vaches, c'est clairement pas ses parents qui ont fait ces bleus-là, c'est à l'abattoir. Et il racontait qu'au moment où il les envoie, elles sont dans un stress incroyable, elles sont mises dans des camions pendant au moins 1 heure de transport pour aller jusqu'au lieu où elles sont abattues. Ça, c'est quand même un truc à prendre en compte. Peut-être que l'élevage en France est bien, mais il y a l'abattoir derrière et la manière dont on les abat, quoi. Tu veux réagir, Fanelli, sur les conditions dans les abattoirs? Oui, du coup, je pense qu'il y a aussi des progrès à faire donc sur les transports et sur l'abattage. Pour avoir visité 4 abattoirs, je crois, oui, 4, en Bourgogne, en Franche-Comté et en Bretagne. C'est vrai que ça, c'est un énorme problème, c'est que pour baisser les coûts, on est obligé de faire des abattoirs de plus en plus grands avec des cadences qui sont également très importantes. Après, je me pose beaucoup de questions là-dessus parce que du coup, moi, j'ai pas vu, sur ceux que j'ai visités, j'ai jamais pu voir de mauvais traitements, que ça soit par les bouviers avant l'abattage ou pendant l'abattage. J'assume complètement le fait qu'on tue des animaux pour les consommer. Par contre, pour moi, voilà, la mort, il faut que ça dure le moins longtemps possible et que l'animal ne sente rien. Et du coup, en abattage rituel, les bêtes sont mises sur le dos avant d'être égorgées. Et donc le fait qu'elles soient égorgées, ça ne me dérange absolument pas dans la mesure où c'est très rapide. La saignée, elle se fait en quelques secondes. Par contre, le fait de les mettre sur le dos juste avant de les abattre, je me mets à la place des animaux et je pense qu'ils comprennent pas pourquoi d'un coup ils se font retourner et ils se retrouvent les 4 pattes en l'air. Je pense que pour eux c'est un stress quand même très important, quoi. C'est quand même des bêtes de 500 kilos, donc
Mais bon, après ça, il y a de la politique là derrière, il y a beaucoup... Enfin, on n'est pas maître de tout ça, je pense. Et j'ai regardé des vidéos de L214 sur les abattoirs, j'ai été choquée. Enfin, parce que c'est sûr que c'est pas acceptable, quoi. Je pense sincèrement pas que ça soit la majorité des abattoirs, parce qu'on travaille pas mal pour améliorer les conditions de circulation des animaux, justement pour pas... Enfin, sur les abattoirs qu'on voit sur L214, d'ailleurs c'est souvent des petits abattoirs, mais les couloirs sont vraiment mal faits et complètement contre-productifs, et ça je sais pas trop pourquoi, enfin techniquement ça devrait plus trop exister, et après je pense aussi qu'on communique très très mal. Par exemple chez moi, les bêtes sont à l'herbe, bah là elles sont encore pas rentrées pour l'hiver, enfin elles vont bientôt rentrer, puis au mois d'avril elles sont toutes dehors, elles restent dehors, enfin voilà, elles mangent que de l'herbe, elles ont jamais mangé de maïs, et il y a énormément d'élevages de ruminants qui sont dans ces conditions-là, personne ne le sait, tout le monde pense que les bêtes sortent pas, qu'on a que des gros élevages, enfin il y a plein de choses qui tournent là autour, et c'est aussi de notre faute, c'est parce qu'on communique pas bien, enfin... Et puis peut-être on est moins choc aussi, enfin voilà, montrer des vaches dans un pré, ça va aller moins loin que montrer un abattoir où les conditions sont clairement pas soutenables. Moi j'aurais plutôt tendance à penser le contraire, parce que... Le contraire de... on pense toujours que les animaux sont enfermés. Quand on parle avec des gens qui, comme moi, ne s'y connaissaient pas, la vision pendant des années a été non mais les animaux on les voit toujours à l'air libre, ils sont toujours dehors, etc. etc. Et c'est depuis quelques années que les gens commencent à se demander s'ils sont à l'intérieur ou pas. Mais je crois quand même que globalement la vision c'est ma vache elle est libre, elle est dehors, etc. Ouais, pas des limites. Ouais, ou du coup il y a peut-être un trop grand écart entre la communication, je pense à Loué qui va faire une petite pub pour le poulet qui gambade dans un pré avec le paysan qui va lui jeter des graines comme ça avec ses mains et tout. Et la communication L214, en fait, l'élevage français, il se situe entre ces deux extrêmes. Et c'est vrai que quand on a l'image trop papillon bleu et tout ça, ça marche pas non plus. Enfin, On est peut-être plus ouvert du coup à la critique et... Voilà, quand on voit l'extrême qui est partagé, qui existe, bah forcément les gens se disent mais on nous a menti pendant tant d'années, et vraiment, enfin je peux comprendre aussi quoi, il manque la communication la plus réaliste en fait, le truc tout simple, et peut-être, enfin voilà, et ça on essaie vraiment de travailler là-dessus, essayer d'ouvrir ses portes, de dire ben voilà, venez voir comment ça se passe, et vous verrez, c'est pas, enfin voilà, il y a rien de traumatisant, les bêtes elles vivent, voilà, ça se passe pas si mal que ça, mais il faut accepter d'ouvrir ses portes, et puis c'est pas toujours évident de réussir à discuter là-dessus. Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale obtiendra ces droits que seule la main de la tyrannie a pu lui refuser. Les Français ont déjà réalisé que la peau foncée n'est pas une raison pour abandonner sans recours un être humain au caprice d'un persécuteur. Peut-être finira-t-on par s'apercevoir que le nombre de jambes, la pilosité de la peau ou l'extrémité de l'os sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes d'abandonner une créature sensible au même sort. Un cheval adulte ou un chien est, de loin, beaucoup plus rationnel et communicatif qu'un bébé humain d'un jour, d'une semaine et même d'un mois. Mais même si ce n'était pas le cas, qu'est-ce que cela changerait ? La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais surtout, peuvent-ils souffrir ? Jérémy Bentham, dans son introduction aux principes de la morale et de la loi. On pourrait peut-être maintenant aborder la question du véganisme sous l'angle de la relation de l'homme et de l'animal, du spécisme peut-être. Est-ce que, Alexandra, tu veux commencer, toi qui es végane, je le rappelle, depuis 1 an. Quelle est ta position par rapport à ça ? Est-ce que le rapport d'élevage, domestication, pour toi c'est une cause qui te tient à cœur ou c'est un élément sur lequel je suis en profonde interrogation, et du coup pour lequel j'apporterai pas une réponse très claire. Le spécisme, tel qu'il est décrit par les antispécismes, c'est l'idée qu'il y a une hiérarchisation des animaux. L'homme est un animal, mais c'est l'animal qui a un peu vaincu sa nature avec suprême. Ouais, c'est ça. L'homme a une culture, là, opposition nature-culture, donc évidemment, il est en supériorité par rapport à l'animal. Je sais pas, une vache, ça semble plus intelligent qu'un crapaud. Donc c'est cette hiérarchisation qu'on va faire et par rapport à des notions assez, d'anthropomorphisme finalement. Moi, ce que je sais vis-à-vis de ça, il y a plusieurs choses.
tout d'abord, je crois que la nature est assez bien faite, d'un point de vue écosystème, et que chaque élément de cet écosystème a quelque chose à apporter. Une abeille, ça semble pas très intéressant comme ça, mine de rien, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de fruits, etc. etc. On le voit en Chine actuellement où il y a moins d'abeilles, c'est un grand n'importe quoi. Ils sont obligés d'avoir des travailleuses qui, avec des petits pinceaux, récupèrent le pollen, le mettent ailleurs, etc. Donc rien qu'une abeille a de l'importance dans son écosystème. N'importe quoi on a, logiquement. Un moustique, c'est super chiant, mais c'est mangé. Bon, donc il y a cette notion d'écosystème. Il y en a une autre qui est du point de vue de la souffrance. Une mouche, c'est peut-être vraiment un truc pas important, genre j'aime pas les mouches. Mine de rien, quand on arrache l'aile d'une mouche, on voit qu'elle souffre. On voit en France d'ailleurs que depuis le 16 février 2015, les animaux sont considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité. C'est peut-être à ça que tu fais référence. Ouais, c'est à ça, c'est tout simplement, on peut pas nier le fait que un animal qui a un système nerveux a de la souffrance, et ça, on peut me dire c'est pas la même souffrance que la nôtre, ok, mais en tout cas, scientifiquement, c'est prouvé. Tu coupes la patte de ton chien, il a mal. Il y a encore un autre élément vis-à-vis du spécisme qui est traité, c'est que ton lapin domestique n'est pas le même lapin que celui de l'élevage. C'est-à-dire que le lapin domestique, tu ne le mangeras pas, tu lui fais des câlins, tu l'aimes, t'as pas envie qu'il souffre. Le lapin d'élevage, c'est pas la même chose. Pour toi, il a pas la même valeur. Et moi, c'est un truc que je comprends pas en tant que personne qui n'apprécie pas particulièrement les animaux. J'ai pas de chien parce que j'aime pas les chiens et aussi, je suis assez contre. Et du coup, le fait de faire une différence entre l'animal qui est dans un élevage et l'animal qui est domestique, je comprends pas. C'est toujours une espèce qui souffre et une espèce qui a une vie, une volonté de vie, etc. Donc ça, c'est un autre élément du spécisme. C'est pourquoi un animal est différent quand il est chez toi ou quand il est chez l'éleveur. Et il y a un autre élément que je prends en compte dans le spécisme et qui là se relie à mon engagement féministe, c'est que je me rapproche d'un mouvement qui s'appelle l'écoféminisme, qui considère que la domination ou l'exploitation qu'on a de la terre, en général, la manière dont on n'y fait pas gaffe, en gros, il faut qu'elle soit comme on la désire pour qu'elle soit la plus productive, même si ça marche pas toujours, c'est une domination qu'on retrouve dans nos comportements. Cette même domination, une fois qu'elle est intégrée dans le comportement humain, elle va être reproduite, c'est la domination de l'homme sur la femme, c'est la domination de l'homme blanc sur l'homme noir. C'est des éléments de domination. Si on veut en supprimer un, pour moi, il faut repenser de manière générale et systémique cette domination sur tous les plans sur lesquels elle s'impacte. Et c'est la même chose sur l'homme domine les autres animaux. C'est une domination qu'on a intégrée. Fanelli, tu veux rebondir là-dessus sur la différence entre domestication et élevage, sur le statut de l'animal entre ces deux statuts? Oui, sur le statut de l'animal en règle générale et l'histoire de spécisme et antispécisme, en fait je me pose énormément de questions aussi parce que en fait j'aime pas le terme antispéciste parce qu'il a été un peu pris justement par le véganisme alors que je suis pas sûre que ça soit complètement la même chose. Et en fait, je pense que à partir du moment où on travaille avec les animaux et où on aime les animaux en règle générale, moi, toutes les formes de vie, je les respecte profondément. J'ai jamais douté de la sensibilité d'un animal. Mais du coup, je veux pas me définir ni d'une manière ni de l'autre. C'est que personne te le demande. On te le demande pas ici. Non, voilà, c'est pas. Je trouve pas que ça apporte grand-chose au débat. Et puis vraiment, voilà, c'est une forme de vie. Après, voilà, chacun, c'est différent. Et je pense que ce qui est vraiment important quand tu parles de l'animal domestique et de l'animal d'élevage, c'est d'être conscient du rôle de cet animal justement dans son écosystème. Et c'est pour ça que j'ai aucune honte à parler d'un animal d'élevage, parce que les vaches, quand elles naissent, je sais que si c'est une femelle, ça va être pour qu'elle rentre dans un cycle productif relativement long à faire des veaux. Et quand son cycle productif sera terminé, ce sera une bête qui sera engraissée et abattue pour être consommée. Et quand c'est un mâle, c'est un animal donc, qui va être 9 mois sous sa mère et qui ensuite sera sevré pour être engraissé et être consommé. Il y a des gens qui disent, voilà, par exemple, je veux pas manger de chevaux, parce que les chevaux, c'est vachement... c'est noble, les chevaux, les gens, ils font de l'équitation.
Ben non, je suis pas d'accord. Un cheval de trait qui a été élevé pour pour l'élevage, vraiment, pour être consommé, j'y vois aucun problème. Après, un cheval de centre équestre, je pense que je suis pas sûre que ce soit son rôle, quoi, dans le truc, c'est qu'il a eu un autre objectif. Alors après, s'il faut qu'il soit abattu et tout, je voudrais pas le manger, perso, mais c'est un peu... Enfin, j'essaye de faire une segmentation comme ça. De dépasser Puis c'est culturel aussi, je pense. Enfin, je mangerai pas mon chien parce que mon chien, c'est mon partenaire de travail, mais comme certaines vaches, je n'aimerais pas les manger parce que c'est mes partenaires de travail aussi. Enfin, il y a même il y a vraiment une forte notion culturelle là autour, mais dans tous les cas, et peu importe la manière dont on tourne le problème, c'est du vivant et on le respecte, quoi. Gardons-nous déjà de croire que l'univers est une machine. Il n'a certainement pas été construit en vue d'un but. En employant le mot machine, nous lui faisons un bien trop grand honneur. Friedrich Nietzsche, Le gai savoir, livre 3. Personnellement, du coup, en tant que végane, vraiment, je ne veux pas consommer de viande parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux vivre sans qu'il y ait un animal qui, par la suite, soit abattu alors qu'il aurait pu continuer sa vie. Mais ce que je trouve encore plus absurde, et c'est ce que tu disais, c'est je consomme pas de cheval, ça m'écœure parce que je fais de l'équitation. Mais pourquoi ? Enfin, dans un autre pays, tu pourrais monter sur un âne et du coup tu mangerais pas d'âne, ou tu monterais sur une vache et du coup tu mangerais pas de vache. Enfin, si les gens sont pas capables de conscientiser cet élément culturel et de se rendre compte qu'il est absurde, c'est qu'il y a un manque de réflexion derrière. Si quelqu'un mange de la viande, alors il est capable de manger tous les types en sachant pourquoi il le mange, exactement comme tu disais. Il n'y a pas cet entre-deux de... Il y a des animaux qu'on peut manger et d'autres qu'on peut pas. Ce que tu dis, c'est juste qu'il faut qu'on prenne de la distance par rapport à nos pratiques. Pour moi, on peut en manger aucun, mais pour quelqu'un qui en mange, à mes yeux, il devrait pouvoir manger, tout manger. Voilà. Ouais, non. si on revient sur la domestication, donc pour vous, pour toutes les deux, ce que j'ai compris, la domestication n'est pas forcément un problème si l'animal est presque fait pour ça. Enfin, s'il a été pensé pour ça. Non. Vas-y Alexandra. C'est là du coup, c'est là que je faisais la différence entre le fait de militer pour le bien-être animal et le fait dans sa pratique de ne jamais en consommer. C'est que non, je ne conçois pas le fait qu'on fasse naître un animal dans le but de le tuer pour manger. Les gens aiment leurs animaux peut-être, quand on est paysan, quand on est éleveur, oui, vous les aimez, est-ce que vous voulez. J'avais entendu comme ça une agricultrice qui avait dit mais j'aime mes vaches comme des membres de ma famille. Bah oui, mais moi je vais pas tuer ma soeur pour manger. Enfin, c'est juste ça. Je pense qu'aujourd'hui on a un développement en France, je dis pas dans tous les pays, mais en France il nous permet de vivre sans créer un animal pour le manger. Alors après c'est encore fait, du coup là je vais militer pour leur bien-être. Mais je pense qu'on peut faire sans aussi. Tu veux rebondir, Fanny ? Enfin aussi peut-être se rappeler que le développement qu'on a aujourd'hui qui nous permet de vivre sans les produits animaux, peut-être qu'on le doit un peu aux animaux aussi et au fait qu'on les ait domestiqués par le passé. Je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui à Paris, quand tu as un supermarché en bas de ta rue, c'est vraiment facile de pouvoir s'en passer et que c'est peut-être même nécessaire de réduire sa consommation. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Mais après, voilà, cette histoire de relation homme-animal dans l'élevage, moi j'y crois profondément. Je pense même pas que ce soit possible d'élever un animal sans non seulement le respecter, mais en plus avoir beaucoup d'affection pour ces animaux en règle générale. Parce qu'il faut quand même savoir aujourd'hui que l'agriculture et l'élevage, c'est quand même pas ce qui est le plus rentable. Si les gens ils travaillent pour gagner moins de 350 € par mois, et pour en plus souffrir de voir leur bête partir, c'est bien qu'il y a un truc un peu plus fort que ça qui existe et un vrai lien avec les animaux. Et du coup, je pense que les gens qui pensent qu'on est capable de se passer complètement de cette phase d'élevage, c'est d'ailleurs tu l'as un peu dit tout à l'heure, quelqu'un qui aime pas spécialement les animaux et qui se rend pas compte de ce lien qui est vraiment très très fort, quoi. Et aussi, l'élevage, c'est pas juste envoyer des bêtes à l'abattoir, parce que je pense que sinon il y aurait plus d'éleveurs depuis longtemps. Là, dans 3 mois, il y a 120 veaux qui vont naître chez moi, et c'est quand même vachement plus chouette à voir. Il y a tout un lien qui est vraiment très très fort, quoi, entre l'éleveur et ses animaux, et c'est pas très rentable pour l'éleveur. Ça coûte cher pour les gens qui le mangent, donc si ça existe encore, c'est qu'il y a sûrement un truc vachement plus fort que ça. Je comprends tout à fait le lien que tu évoques.
Enfin, je pense que faire naître un petit veau, ce petit truc trop mignon et tout, genre ça doit être incroyable et le voir grandir, c'est incroyable. Et tu sais pourquoi tu l'élèves. Et c'est là que je bloque. C'est que si tu as ce lien avec, à quel moment tu te dis, ce petit être qui a envie que je vois grandir, je peux mettre fin à sa vie dans tel but. Et c'est là, mais je pense, on résoudra pas le débat, c'est juste deux manières de penser et c'est pas grave. Et le métier, paysan, agriculteur, je sais jamais quel terme utiliser parce que moi les agriculteurs que je connais me disent de dire paysan, du coup je dirais paysan. C'est un très beau métier, on fait de la nourriture et tout ça. Après, il n'y a pas, c'est pas que la relation qui fait qu'on continue, c'est qu'il y a quand même une demande aujourd'hui en France d'avoir de la viande. Pourquoi ? Parce que c'est aussi beaucoup plus simple de manger de la viande d'un point de vue nutritif. Parce que dans la viande, il y a le fer, dans le lait, il y a du calcium facilement, dans la viande, il y a de la B12, on ne peut pas vivre sans B12 et on n'en a pas hors de la viande, etc., etc. Et la majorité des médecins, je le dis en tant que fille de médecin, Ils ne sont pas sensibilisés. Ne sont pas sensibilisés et ne sont pas capables d'expliquer à leurs patients comment se nourrir sans viande. Pareil pour les nutritionnistes, pour beaucoup. Du coup, la viande c'est une facilité et on en demande encore. J'ai une question conclusive pour toutes les deux. Est-ce que vous pensez que l'élevage d'animaux doit rester identique à la manière dont il est pratiqué aujourd'hui ? Et sinon, quelles alternatives il pourrait y avoir ? Fanny, tu veux commencer ? Ouais. Moi, je crois profondément au retour à l'herbe, vraiment, des vaches, principalement des vaches, parce que les moutons, ils sont quand même encore bien à l'herbe. Mais il y a eu un mouvement dans les années 60-70 hyper pro-maïs, soja, où on a rentré les vaches et on a arrêté de leur faire manger de l'herbe. Et c'est un peu contradictoire, parce que c'est quand même des animaux qui sont capables de créer des ressources nutritionnelles qui sont riches en pas mal d'éléments qu'on ne trouve pas ailleurs, et en plus qui sont capables de valoriser des terrains que nous on est incapable de valoriser. De l'herbe on peut toujours en manger autant qu'on veut, on n'y arrive pas on n'est pas capable de digérer ça et c'est pas possible de faire de la grande culture et des céréales partout. Du coup, par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant d'optimiser, en tout cas au maximum, l'élevage à l'herbe et l'élevage ruminant. Et par rapport aux chiffres qu'on entend des fois sur l'eau qui est nécessaire pour produire 1 kg de viande ou 1 kg de lait, où ça doit être autour de 15 à 20 000 litres pour 1 kg. Le chiffre en soi, il est juste. C'est la méthode qui est un peu étrange du fait qu'elle prend en compte l'eau de pluie qui tombe sur les prairies. Du coup, si on enlève cette eau de pluie et qu'on reprend la même méthode de calcul mais avec l'eau utile, donc l'eau qui est bue, on se retrouve plutôt entre 20 et 50 litres d'eau nécessaire pour produire 1 kg de viande. Du coup, voilà. Alexandra, en conclusion ? Alors du coup, non, on ne peut pas continuer de la manière dont on le fait actuellement. Moi, dans l'idéal, j'aimerais juste qu'on arrête progressivement, ou en tout cas qu'on diminue très clairement. Ça passe par un changement de la consommation. Et rien que pour la santé, c'est nécessaire. Aujourd'hui, les gens consomment tous les jours de la viande, voire 2 fois par jour, voire 3 fois par jour dans certains pays. C'est invraisemblable. Rien que d'un point de vue de la santé, c'est pas possible, c'est extrême, c'est mauvais. En plus, du coup, ça force à produire toujours plus. C'est pas possible de continuer comme ça. Après, arrêter de manger de la viande, ça veut dire réfléchir à beaucoup de choses. On peut pas arrêter du jour au lendemain, comme le font certaines personnes, de manger de la viande et des produits laitiers sans réfléchir à comment on va manger. Pour avoir du fer, si on n'a pas de viande, il faut manger par exemple des lentilles. Et si c'est pour uniquement se bourrer de produits exportés des États-Unis, de Chine ou je ne sais quoi, catastrophique d'un point de vue environnemental, ça n'a pas d'intérêt non plus. Il faut réfléchir de manière systémique. J'arrête la viande parce que je n'ai pas envie que des animaux souffrent et que je ne veux pas les faire mourir. D'accord. J'ai besoin de tels nutriments, d'accord. Je pourrais les avoir sur tels aliments, mais ces aliments sont un désastre écologique. Est-ce que dans ces cas-là, je ne peux pas réfléchir et apprendre à cuisiner par moi-même ? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un des trucs qui est oublié par certains véganes ou certains végétariens. Il faut réfléchir à tous ces éléments-là parce que le monde sera meilleur pour les animaux et pour les humains si on ne réfléchit pas toujours de manière inclusive et binaire. C'est pas tout l'un tout l'autre, il faut réfléchir de manière systémique. Ouais, Fanny. Et du coup, je pense que globalement, on est assez d'accord sur un truc, c'est qu'il faut privilégier la qualité à la quantité, que ce soit sur les fruits, les légumes ou la viande, et que ça devrait avoir un impact positif sur les manières de produire et dans tous les domaines de production. Une conclusion parfaite. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues échanger sur le sujet. Merci à vous qui nous écoutez, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver Scarlett sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram.
et découvrir de nombreux articles sur le site internet scarletpost.org. N'hésitez pas à y faire un tour pour vous perdre dans les idées. À très vite!